Vous nous reprochez régulièrement à Tricotine et moi-même de faire des sponsors pour NordVPN, en nous disant gna gna gna, VPN, ça sert à rien, gna 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 gna, etc. Alors maintenant, il va falloir que vous nous expliquiez. Il va falloir que vous nous expliquiez pourquoi vous avez subitement décidé de vous abonner en masse à NordVPN, voici 2 mois, en utilisant notre code de réduction Tricotine. Nous n'osons pas croire que ça pourrait avoir un quelconque rapport avec le fait que depuis 2 mois, il faut prouver qu'on a plus de 18 ans pour accéder à certains sites à certains sites que la morale réprouve mais que les hormones exigent. Nous n'osons pas croire que c'est uniquement parce que l'accès à vos sites internet préférés a été bloqué en France que maintenant vous trouvez qu'un VPN c'est extrêmement utile. Nous osons croire au contraire que vous avez fait ça parce que vous êtes aperçu que les vacances d'été approchaient et que contourner les restrictions géographiques ça pouvait aussi servir par exemple à consulter votre compte en banque depuis l'étranger ou continuer à regarder vos séries préférées pendant vos vacances alors qu'elles ne sont pas disponibles dans votre pays de villégiature. Maintenant que vous avez découvert par vous-même à quoi ça sert, eh bien rien ne vous empêche de prendre votre abonnement à NordVPN en utilisant le code Tricotine ou le lien en description pour bénéficier non seulement du contournement des restrictions géographiques, mais aussi de toutes les autres fonctionnalités offertes par NordVPN, la protection anti-menace, la détection des sites de phishing, etc., etc. Tricotine, on fait comment pour installer NordVPN sur mon ordinateur ? Stagiaire! Oui, Tricotine, mais je ne suis toujours pas ton stagiaire, hein. J'aime beaucoup le style de ton nœud papillon aujourd'hui, Sébastien. Coloris invisible, c'est ça? C'est pas une tenue de travail, Tricotine, hein. C'est une tenue de survie thermique, il fait 42 degrés dans ce studio. Tu sais, quand je disais que sur YouTube, il fallait plus de shorts, je parlais du format de nos vidéos, pas de tes délires vestimentaires. Oui, mais j'ai le droit de m'habiller comme je veux sur mon lieu de travail, Tricotine, hein. Liberté individuelle, hein, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Tu veux dire que je ne peux rien dire, c'est ça? Je suis ton employeuse quand même. J'ai un logo, un tampon encreur et un mug avec mon nom dessus. Non, Tricotine, je n'ai pas dit ça. Tu es très stylé naturellement, mais les salariés ont une grande liberté vestimentaire sur leur lieu de travail. En gros, il y a 3 types de limites à la liberté de s'habiller comme on veut sur son lieu de travail. Il y a les limites liées à la sécurité, il y a celles liées à l'hygiène, et il y a celles qui concernent les salariés qui sont en contact avec la clientèle. Je vois que tu as bien potassé la question. Et naturellement, tu n'es dans aucun de ces 3 cas aujourd'hui, si je comprends bien. Tout à fait, Tricotine. Si par exemple mon boulot dans Tricotine Production, c'était de jongler torse nu avec de l'acide sulfurique, tu devrais m'imposer de porter un équipement de sécurité. Tandis que là, en fait, je suis juste en train de ranger des câbles HDMI dans un placard. Donc je peux m'habiller légèrement pour supporter la chaleur. Ça ne serait évidemment pas la même chose si on était en tournage, par exemple. Mais dans tous les cas, encore faudrait-il que la tenue que tu m'imposes soit prévue par le règlement intérieur de Tricotine Production ou qu'elle soit dans mon contrat de travail. Oui, mais toi, c'est pas pareil. Tu es stagiaire, pas salarié. Oui, je sais, je suis stagiaire ici depuis 5 ans. Mais peu importe, hein, car à cet égard, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent à tout le monde dans l'entreprise, qu'il soit salarié ou qu'il soit stagiaire. Alors ta remarque, hein, à la poubelle, hein, en faisant le tri sélectif, naturellement. Hein. Donc en gros, si je veux que tout le personnel de Tricotine Production composé de toi-même porte un déguisement de chat, il faudrait que j'établisse un règlement intérieur? Tout à fait, Tricotine, ce règlement intérieur qui n'est obligatoire que pour les entreprises de plus de 10 salariés. Mais c'est conseillé d'en avoir un quand même, dans tous les cas. L'autre solution serait que j'intègre une clause concernant la tenue professionnelle dans les contrats de travail. C'est exactement ça, Tricotine, parce que sans clause ou sans règlement intérieur, tu ne peux rien imposer à tes salariés ni à tes stagiaires. En revanche, si tu prévois une disposition imposant certaines contraintes vestimentaires, tu ne peux pas faire n'importe quoi non plus. Il faut absolument que tes exigences respectent certaines limites. Ah bon, il y a des limites? Mince. Lesquelles? Cette exigence est posée par l'article L. 1321.3 du Code du travail. Ce texte dit qu'on ne peut pas limiter nos droits et nos libertés de salariés, sauf si c'est justifié par la nature de la tâche à accomplir et si c'est proportionné au but recherché. C'est vague tout ça. Comment je fais pour savoir si mon règlement intérieur passe ou pas? C'est normal que la loi ne soit pas trop précise, c'est même la preuve qu'elle est bien écrite. Parce qu'une loi précise, une loi trop précise, elle va souvent vieillir rapidement, car l'évolution de la société ou de la technique va vite la rendre inapplicable ou inadaptée. Alors qu'en revanche, lorsqu'elle est rédigée en termes généraux, elle pourra ainsi s'appliquer à des situations qui n'existaient pas encore au moment où elle a été écrite. Par
exemple, la responsabilité civile qui date de Napoléon Ier. Eh bien, elle s'est appliquée très facilement lors des premiers accidents automobiles à la fin du 19e siècle, et elle s'applique aujourd'hui sans aucun problème aux trottinettes électriques plus de 2 siècles après avoir été écrite. Pour revenir au Code du travail, la seule limite qu'il impose à la liberté de l'employeur pour fixer la façon dont on peut s'habiller pour venir au boulot, eh bien c'est d'une part que ce soit justifié par la tâche à accomplir, et d'autre part que ce soit proportionné au but recherché. Bon, admettons, mais en pratique, j'applique ça comment, moi? En fait, c'est assez simple, Tricotine. Si la tâche à accomplir est dangereuse, alors le salarié doit porter les équipements de protection individuelle, les EPI, qui sont mis à sa disposition par son employeur. Et ceci, quelles que soient les conditions climatiques. Je pense par exemple aux éboueurs de la ville de Niort, dans les Deux-Sèvres, qui avaient demandé à venir travailler en short. La mairie a refusé à cause des projections dont ils pourraient être victimes pendant l'accomplissement de leur métier. Alors ils se sont mis en grève pour obtenir le droit de pouvoir venir travailler en short à partir du mois de juin jusqu'à fin septembre. Mais finalement, un accord a été trouvé avec la mairie et maintenant, ils sont autorisés à porter le short, mais uniquement lorsque la vigilance canicule orange ou rouge est déclenchée. Conclusion, sauf accord de votre employeur, eh bien il faut continuer de porter vos EPI. Le casque, les gants, les chaussures, même quand il fait très chaud. C'est sûr qu'en même temps, les tongs de sécurité sur les chantiers, c'est pas encore un style trop répandu. Tout à fait, Tricotine. Et refuser de porter ces EPI, eh bien ça peut constituer une faute professionnelle, voire une faute réelle et sérieuse de licenciement. À propos, quelle est la température maximale à ne pas dépasser sur le lieu de travail? Excellente question, Tricotine. Mais contrairement à ce qu'on croit trop souvent, il n'y a rien dans la loi qui fixe précisément cette température à ne pas dépasser. Mais l'employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis de son personnel. Ça veut dire qu'il doit adapter les conditions de travail de ses salariés à la situation climatique. Par exemple, il peut mettre de l'eau à leur disposition, il peut aménager leurs horaires en les faisant travailler plus tôt le matin ou plus tard le soir, histoire d'éviter les heures les plus chaudes de la journée. Il peut prévoir des pauses plus longues, plus nombreuses, il peut recourir au télétravail quand c'est possible, il peut aussi ventiler ou climatiser les locaux. Et si l'employeur ne fait rien de tout ça? Alors dans ce cas-là, les salariés peuvent faire valoir leur droit de retrait s'ils estiment qu'il y a un danger pour leur santé. Alors comme je te le disais tout à l'heure, il n'y a pas de seuil de température dans la loi, mais l'INRS, c'est l'Institut National de Recherche et de Sécurité au Travail. Eh bien l'INRS a proposé des seuils de température à ne pas dépasser. Il s'agit de 30 degrés pour les travaux sédentaires et de 28 degrés pour les travaux nécessitant une activité physique. Mais au-delà de ces maximums, si le salarié estime qu'il met sa santé en danger, alors seulement, il peut exercer son droit de retrait. Mais ce ne sont que des seuils indicatifs et ils doivent être adaptés à chaque situation en tenant compte des efforts de l'employeur pour adapter les conditions de travail à la canicule par exemple. Je comprends mieux. Et concernant la proportionnalité du but recherché ou je sais plus quoi, tu peux expliquer? C'est très intéressant aussi. Prenons l'exemple d'un magasin. Pour les salariés qui sont en contact avec la clientèle, eh bien l'employeur peut exiger d'eux certains efforts vestimentaires, alors que ceux qui ne sont pas en contact avec les clientèles, eh bien ils en sont dispensés. Et concrètement, ça donne quoi, par exemple? Eh bien, par exemple, il a été jugé qu'un salarié était libre de s'habiller et de se coiffer comme il veut, s'il travaille dans les réserves pour gérer les stocks, par exemple, et que son employeur ne peut pas lui demander de changer de coiffure, alors qu'il le pourrait tout à fait si le salarié était en contact avec la clientèle. Mais ici aussi, tout est affaire de mesure, et de toute façon, ça ne concerne plus vraiment la canicule. Ouais, tout ça c'est bien joli, mais au final, le code du travail c'est quand même un peu une limite à ma liberté d'employeuse. Tout à fait, Tricotine. Tout comme le code de la route est une limite à la liberté de l'automobiliste et le code pénal une limite à la liberté du délinquant. En tout cas, le sujet mérite qu'on s'y intéresse. Faudrait que tu me tournes une vidéo là-dessus pour qu'on la poste cet été. Ah ouais, ça c'est une excellente idée, Tricotine. Je te fais ça tout de suite, hein. Et n'oublie pas ton nœud papillon cette fois. Oui, Tricotine, mais c'est bien pour te faire plaisir. Et c'est ainsi qu'une fois de plus, Tricotine obtint de son stagiaire qu'il fasse ce qu'elle désirait. Parce que ces deux-là se taquinent souvent, se chamaillent parfois, mais la vérité, c'est qu'ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. C'est bien ça, Sébastien, pour